Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel consacré cette semaine à l'Indonésie, premier pays musulman au monde. Cet archipel est traversé par des courants modernistes et conservateurs qui s'affrontent sur des thèmes de société et notamment sur la place des femmes. Aujourd'hui, 8 d'entre elles sont ministres et pourtant dans ce pays, on fait passer des tests de virginité aux candidates à la police. Comment comprendre ces paradoxes? Quel est le statut des Indonésiennes? Quelle est la place de la religion? Notre reporter Julie Dungelhoff est allée sur place et nous accompagnera tout au long de ce numéro. Elle a notamment rencontré 2 créatrices de mode à Jakarta. L'une ne porte pas de voile, l'autre se couvre la tête et se revendique hijabista rock et toutes les deux se considèrent égales aux hommes. Loin des clichés, Jenna Hara déambule dans sa boutique, basket léopard, jeans et bien sûr, son foulard. Principale source d'inspiration de cette hijabista, le rock et Patti Smith. Elle a créé sa marque en 2011 et à 29 ans, elle est bien décidée à combattre les idées reçues. La plupart des gens pensent que les femmes qui portent le hijab ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Mais on aime la musique, on aime se maquiller, on aime la mode. Et je veux que les gens dehors le sachent. Les mêmes envies mais pas les mêmes codes. Alors pour satisfaire toutes les femmes, Jenna Hara voit double. Toutes ses pièces sont déclinables, couvrantes ou plus décolletées. Mais sa priorité reste l'émancipation des femmes musulmanes. Je veux que les femmes qui portent le hijab sachent ce qu'elles veulent et qu'elles croient en ce qu'elles veulent, sans que le hijab devienne leur prison. Je veux que les gens me voient comme une fille rock'n'roll, qui oui porte le hijab. Je trouve ça cool. En traversant Jakarta, on arrive dans un tout autre univers, celui de Vinora, 25 ans. Chez elle, point de voile, mais la volonté d'habiller la femme moderne, quelle qu'elle soit. L'inspiration derrière cette collection est le corps de la femme. Je n'ai pas voulu le rendre trop sexy. Je pense que la sensualité, c'est plus adapté. Les femmes sont actives aujourd'hui. J'essaye de faire quelque chose de pratique et fonctionnel. On pourrait imaginer sa ligne de vêtements à Paris, New York ou Milan. Pourtant, elle tente de rassembler ce qui représente pour elle la société indonésienne, ce mélange de tradition et de modernité. Ça, c'est une pièce de ma collection conçue dans une matière traditionnelle indonésienne. La texture est très intéressante, c'est fait à la main et c'est en soie. À la place de travailler le tissu de manière ethnique, j'ai préféré rendre cette pièce plus contemporaine. Vinora et Jenna Hara voient déjà plus loin. Exportée vers l'Occident pour l'une, l'Orient pour l'autre. En attendant, elle souhaite surfer sur cette Indonésie en pleine émancipation et habiller les femmes de demain. Julie Dungelhoff, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vous qui avez réalisé ce reportage dans le cadre d'ailleurs d'un voyage de presse organisé par les autorités indonésiennes. À quel point ces 2 femmes incarnent l'Indonésie actuelle ? Alors, ces 2 femmes, elles incarnent une partie de l'Indonésie, à savoir l'Indonésie urbaine, aisée, éduquées. Il y a une grande disparité dans la société indonésienne, donc elles ne reflètent pas toute la société. Elles viennent toutes les deux donc d'un milieu aisé, comme je le disais. L'une a des parents acteurs, l'autre chef d'entreprise. Donc ça a été plus facile pour elles que pour d'autres femmes. Et ce qu'il faut dire et répéter, c'est que toutes les deux m'ont indiqué et ont insisté sur le fait que être une jeune femme de 25 et 29 ans aujourd'hui en Indonésie et créer son business, c'était pas compliqué et qu'elle se sentait parfaitement égale aux hommes. Égale aux hommes. Alors vous avez passé une semaine en Indonésie et parmi vos rencontres, des femmes politiques. Aujourd'hui, il y a 8 femmes ministres. L'une d'entre elles est une véritable star. C'est la ministre de la Pêche. Elle suscite un véritable engouement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ah oui, c'est une femme assez incroyable. Suzy Pujastuti
Tuti, de son nom complet. Donc cette femme, elle a un parcours hors du commun. Elle a quitté l'école à 17 ans. Elle a commencé le commerce de poissons. Et en se disant que ces poissons devaient arriver frais à l'autre bout de l'Indonésie, qui est composée de 17 000 îles, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle ait un avion. Donc elle a acheté un avion. Et puis elle s'est dit qu'il fallait qu'elle en ait plus. Donc elle a fondé une compagnie aérienne, Suzy Airlines. Elle a été la première femme à amener de l'aide humanitaire pendant le tsunami, alors qu'on ne savait même pas si la zone était sécurisée ou pas. On la connaît parce qu'elle pose avec une cigarette et qu'elle est connue pour boire du gin. C'est un phénomène en Indonésie extrêmement controversé. D'ailleurs, elle dit elle-même, pour excuser le fait d'enfoncer parfois les portes, que sa langue va plus vite que son cerveau. Et c'est ce personnage-là qu'on a rencontré donc à Jakarta. À Jakarta, alors on peut aussi retrouver son portrait dans Courrier International, notre partenaire de la presse écrite, qui reprend un article de Kompas, le plus grand quotidien indonésien, où elle est décrite comme une femme excentrique, ouverte, sans phare, ni faux semblant, donc à retrouver dans le Courrier International. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter la ministre, puisqu'elle vous a accordé un entretien. Pourquoi vous a-t-on choisi comme ministre de la Pêche ? Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous savez que je suis quelqu'un d'assez controversé. Il m'a répondu oui. Alors je lui ai dit, vous savez que les gens aiment me décrire comme quelqu'un de fou. Et il m'a dit oui, mais vous savez, j'ai besoin de gens fous pour changer les choses. Quels étaient vos rapports avec les hommes en tant que femme chef d'entreprise ? Je n'ai jamais pensé, je suis un homme, ou je suis une femme, ou ça c'est pour les hommes. Et parfois je trouve ça un peu étrange que l'on cherche à différencier les hommes et les femmes. Si tout le monde pouvait penser comme moi, les choses avanceraient. Je veux dire que c'est probablement ce qui m'a permis de devenir ce que je suis. Et la religion ? Je ne pense jamais en termes de musulmans ou de chrétiens, en termes de communauté, car je ne pense pas que ce soit la clé dans la société indonésienne. Je pense que cela se joue plus en termes de normes, de traditions et de style de vie. Il y a encore beaucoup de choses interdites. Ça se joue beaucoup sur ce que tu peux dire ou ce que tu ne peux pas dire. Especially on statement, on what you could say and not say. Voilà donc les propos de la ministre de la Pêche indonésienne, une femme totalement atypique, mais qui fait partie, comme 7 autres femmes du gouvernement actuel. Il faut rappeler aussi que l'Indonésie, à un moment donné, a été dirigée par une femme présidente. C'était Megawati Soekarno-Putri. Quelle est aujourd'hui la place des femmes en politique ? Alors, il faut préciser que c'est 8 femmes, mais sur 34 membres du gouvernement. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, nous avons rencontré les femmes qui s'occupent du caucus des femmes au Parlement, qui sont là pour influencer justement les lois au sein du Parlement et qui nous disaient être un peu préoccupées parce que seuls 17% de femmes composent l'Assemblée nationale, 26% de femmes au Sénat. Et elles espèrent vraiment que le nouveau gouvernement de Jokowi va faire bouger les choses et qu'une réelle loi sur la parité va être instaurée très rapidement. Il faut aussi préciser, on a rencontré des associations de femmes également qui nous disaient que tout allait jouer via l'éducation parce que celles qui ne vont pas à l'école, ce sont les femmes encore aujourd'hui et que pour que les femmes prennent leur destin en main, il faut qu'elles soient éduquées et que si elles sont éduquées, peut-être qu'elles iront vers la politique. Alors, des courants conservateurs continuent à traverser la société indonésienne et récemment, une information a suscité l'étonnement, notamment et particulièrement en Occident, sur le fait que des candidates à la police devaient subir des tests de virginité. Vous étiez à ce moment-là en Indonésie. Quelle réaction ça a suscité sur place ? Eh bien, je dois vous dire, Virginie, très peu de réactions. C'est même moi qui ai lancé le sujet avec les personnes que je rencontrais. Et je leur disais qu'une étude de Human Rights Watch avait fait état de ce test de virginité pour rentrer dans la police. Et donc, beaucoup étaient étonnés d'apprendre cette nouvelle. Il faut se dire aussi ce que m'ont répondu des femmes journalistes, c'est que beaucoup ne voyaient pas ça comme allant à l'encontre des droits des femmes. Parce qu'il faut dire que l'Indonésie, ça reste une société très patriarcale et que cette conception de droits des femmes est encore difficile à imaginer. À quel point la religion y joue un rôle important ? Il faut rappeler quand même qu'en Indonésie, dans certaines régions, de Banda Aceh notamment, la charia est appliquée. Alors, tout à fait. À l'exception de Banda Aceh, le point principal n'est pas la religion. Ce qui influence le rôle des femmes et la place des femmes dans la société, c'est plus le fait qu'elles viennent
soit des villes, soit des campagnes. Il y a une très très grande disparité entre les villes et les campagnes, et notamment au niveau de l'éducation. Dans les campagnes, s'il y a à choisir entre l'éducation d'un garçon ou l'éducation d'une fille, c'est toujours l'éducation d'un garçon qu'on choisira. Alors justement, en dehors des grandes villes, l'Indonésie demeure une société traditionnelle où la tradition joue un rôle important. Vous l'avez constaté vous-même à Lombok, dans le sud de l'archipel. Sur cette île, la légende dit que les hommes deviendraient stériles s'ils se mettaient à tisser. Ce sont donc les femmes qui s'y attellent dès leur plus jeune âge. On regarde. Linda a 8 ans. Elle apprend à tisser le songket, comme le veut la tradition à Zucarara. Un fil après l'autre. Avant elle, sa mère et sa grand-mère, et plusieurs générations de femmes. Ici, il faut savoir tisser pour se marier. Le tissage est très important pour les femmes à Lombok. Dans le village, les femmes ne peuvent pas se marier si elles ne savent pas tisser. Les hommes travaillent dans les rizières et gagnent de l'argent, mais les femmes en ont besoin aussi. C'est particulièrement vrai pour Uti. Elle a perdu son mari il y a quelques années. Elle ne peut donc compter que sur les revenus de ses tissus. Un mois de travail pour les motifs les plus complexes et 30 € par mois en moyenne. À Zucarara, le chef du village a créé une coopérative. Le but, mutualiser les moyens et assurer la vente des tissus une fois achevés. Grâce à cet argent, le village s'est modernisé, quelques trottoirs et des maisons en dur. Dans cette cour, les femmes teignent le coton. Moi, je suis mariée et j'ai un fils. Mon mari travaille dans les rizières comme les hommes du village. Je vends mes tissus au magasin. Ça me permet de payer la scolarité de mon fils et d'aider aux dépenses du quotidien. Grâce au tissage, les femmes de Zucarara ont gagné leur indépendance financière. Elles sont aussi sorties de leur isolement. Leur artisanat attire désormais de plus en plus de touristes. Alors Julie Dungalov, quel est le message en fait que vous ont donné les femmes indonésiennes ? Est-ce qu'elles espèrent véritablement un changement de leurs conditions ? Alors elles espèrent un changement de leurs conditions et beaucoup d'espoir repose dans le gouvernement Jokowi. Et ça m'a donné l'impression d'un pays qui bouge et qui bouge probablement dans le bon sens, mais que les principales barrières qui existaient encore dans la société indonésienne pour les femmes étaient probablement les barrières que se mettaient les femmes elles-mêmes, parce que c'est une société, comme on l'a déjà dit, très patriarcale, et que par conséquent, pour que les choses bougent réellement dans cette société, ça va passer par l'éducation. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Julie Dungalov de nous avoir fait part de vos observations sur la société indonésienne et la place des femmes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook et Twitter parce qu'Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. On y attend vos réactions et vos suggestions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite sur La Toile.